Bonjour à tous. Pendant un mois, nous allons vous amener en voyage en France et au Japon sur les traces et à la découverte de celui qui introduisit la pratique de zazen en Europe, maître Deshimaru. Si le zen est devenu ce qu'il est aujourd'hui dans notre pays, c'est grâce à cet homme, hors du commun, qui n'a pas hésité en 1967 à quitter sa famille, son pays, afin de venir enseigner et transmettre le zen aux Occidentaux. Cette première partie est consacrée notamment à son arrivée en France. Vous découvrirez son charisme, son énergie fabuleuse et vous entendrez les témoignages de sa famille, de ses principaux disciples, témoignages qui vous aideront à mieux comprendre qui était ce moine à la personnalité étonnante. I want to help God. True. I want to coming back. God, true God, true God. And God is down. God is fatigué. Quand Maître Deshimaru est arrivé en France en juillet 1967, il n'y avait pas de dojo, il n'y avait pas de pratique du zen, il y avait simplement quelques intellectuels qui s'intéressaient au zen à travers des livres qu'ils avaient lus. Et la première chose qu'il a faite, c'est de s'asseoir sur une table dans une salle de conférence et de dire le zen, c'est seulement zazen. Et ça a frappé tout le monde. On a eu envie vraiment d'expérimenter ce qu'il nous montrait, de vivant, de concret, d'une pratique qui n'était pas simplement une philosophie, de la poésie, des arts, mais qui était quelque chose que nous pouvions expérimenter à travers le corps. Et puis, il est allé faire des conférences en province, et partout où il allait, les gens ne se contentaient pas d'écouter la conférence, ils disaient « mais c'est formidable cet enseignement, on attendait ça, on a envie de le vivre, de le pratiquer ». Et donc, il créait des dojos, dans des salles d'arts martiaux, dans des salles de yoga, où des fois il louait un endroit pour ça. Et ensuite, Maître Deshimaru y retournait, où il envoyait ses propres disciples pour aider à la création des dojos. Et chaque année, il se crée plusieurs dizaines de dojos, c'est-à-dire des lieux de pratique, de telle sorte qu'en 1982, lorsqu'il est décédé, il y avait 110 dojos qui avaient été créés. Il a donné tellement confiance dans cette pratique à ses disciples que cet élan et cette ferveur ne s'est pas arrêté à sa mort. Et dans les 10 ans qui ont suivi sa disparition, il y a encore eu plus de 100 dojos qui se sont créés au nom de l'enseignement de Deshimaru à partir de ce qu'il avait transmis. En novembre 1965, Maître Sawaki tomba très gravement malade. Il m'appela à son chevet. « Deshimaru, je sais que je vais bientôt mourir. Il faut que tu prennes ma suite et que tu transmettes l'enseignement de Bodhidharma. Demain, je me lèverai pour te consacrer moine. » La cérémonie eut lieu le lendemain à Kyoto, au temple de Hansoji. Les souillures de ma vie tombèrent avec mes cheveux. Au crépuscule, les cloches de Kyoto se répondaient en écho, tandis que Maître Sawaki lisait devant moi les textes sacrés. En décembre, Maître Sawaki reprit des forces. Mais ce mieux ne dura guère, et il mourut bientôt, me laissant dans l'affliction la plus terrible. En 1966, je m'occupais du dojo de Yoyogi à Tokyo, lorsqu'un jour on me demanda de servir de guide à un groupe macrobiotique européen venu en visite au Japon. C'est à cette occasion que je fus invité en France par le groupe. En juillet, je me séparai de ma famille pour prendre le bateau à Yokohama, puis le transsibérien jusqu'à Paris. Au moment de son départ, mon père portait le vêtement des moines. Or, au Japon, curieusement, on rencontre rarement des moines en tenue dans la rue. Je dois dire que jusque-là, je n'en avais pratiquement jamais vu. Mon père en tenue de moine,
C'était donc un spectacle tout à fait insolite. À l'époque, la France était un pays très lointain. Il fallait non seulement se rendre en France, ce qui était déjà toute une affaire, mais aussi en revenir. Que mon père rentre au Japon, cela me semblait une entreprise si difficile que, dans un premier temps, j'ai considéré son départ comme une séparation. Je me demandais si ce n'était pas la dernière fois de ma vie que je le voyais. La vie est un voyage, et c'est seul que je le continuais. Après avoir fait face à toutes les difficultés de la vie, après avoir traversé l'adversité, j'étais enfin parvenu au but que je m'étais depuis si longtemps fixé. Mais pourquoi venir en Europe afin d'y transmettre la voie du zen? Sans doute étais-je inspiré par l'exemple de Bodhidharma, qui au VIe siècle quitta l'Inde, sa patrie, pour venir tout seul, en Chine. Qui dormait sur une paillasse dans cette arrière-boutique, qui faisait seulement zazen. Il faisait des calligraphies, donnait ses calligraphies à ses visiteurs, et il faisait aussi des massages. Alors contre un don d'argent que les gens lui faisaient, c'est comme ça qu'il pouvait subvivre à ses besoins. Et il parlait souvent de cette époque-là, mais très très vite ça a évolué. Parce qu'il faisait des conférences, et en 71 à peu près, il y a eu Pernetti. Et ça, c'était le dojo où vraiment il a commencé à travailler, à éduquer des disciples pendant une dizaine d'années. I like French people. I like French people. As general, French people very modern times, very au-delà, beyond the nationality. I think so. À cette époque-là, il y avait une recherche. Il y avait une recherche de spiritualité. Bon, les hippies recherchaient une façon de vivre un peu différente que la société l'imposait. Et quand donc Megdi Shimaru est arrivé juste à cette époque-là, et lui, il représentait le zen vivant. Par sa personne, on pouvait voir pour la première fois un vrai maître zen. Et il incarnait complètement ce rôle-là. On peut dire qu'il, quand il parlait du zen, il était lui-même le zen. Donc ça a impressionné beaucoup de gens. Ils étaient attirés par aussi sa personne. Pas seulement cette école zen, mais la personne qu'était Maître Deshimaru. Plein d'énergie, plein d'humour, etc. Pendant les 3 années où j'ai vécu à ses côtés, où j'ai fait sa lessive et son ménage, il m'a beaucoup appris des choses fondamentales. Ce qui m'a étonné, c'est de voir à quel point il était célèbre. Des gens aussi connus que la femme de Picasso, Lévi-Strauss, la chanteuse Damia ou Maurice Béjart venaient discuter avec lui. J'étais curieux de savoir ce que pensaient les vedettes et les intellectuels français. Pour moi, qui suis un cinéaste japonais, cela a été l'occasion de comparer ma culture avec la leur.
Moi qui suis cinéaste, cela m'a beaucoup apporté dans mon métier de critique de cinéma. Je me souviens que quand Maurice Béjart venait au dojo, Maître Deshimaru l'accueillait chez lui après le zazen et immédiatement faisait commander du champagne. Donc pour lui, il associait le fait que Maurice Béjart soit là avec le fait que c'était quelque chose qui devait se fêter. Et la danse, pour Maître Deshimaru, ça évoquait la fête. Donc il y avait vraiment cette association des deux. Il y avait Béjart en tant que personne qui avait sa propre quête spirituelle et qui faisait passer quelque chose du zen dans la danse. Et là-dessus, il y avait énormément de communication entre Maître Deshimaru et Maurice Béjart sur les problèmes de posture, la relation du corps et de l'esprit, l'importance de la respiration, de la concentration ici et maintenant, du fait d'étirer complètement le corps entre le ciel et la terre. Souvent les danseurs disent qu'il faut avoir le fil quand on danse, c'est-à-dire avoir l'impression qu'un fil nous tire par le sommet de la tête, et en même temps être bien enraciné dans le sol. Et ça, c'est exactement l'attitude que l'on a quand on pratique le zazen. J'avais l'impression que qu'on m'avait enseigné le zen au Japon, enfin la pratique en tous les cas, et qu'il n'y avait pas de problème au niveau de la posture. Et le premier contact que j'ai eu avec lui, c'est qu'il est arrivé derrière moi alors que je faisais zazen à Zinal, et immédiatement il m'a corrigé le dos, les épaules, il m'a remis. Et moi j'étais complètement surpris. Et là je me suis rendu compte qu'il était un miroir extrêmement précieux, que si j'avais continué à pratiquer tout seul, probablement j'aurais fait des erreurs même sur des choses aussi fondamentales que la posture, alors que lui ne laissait rien passer et il voyait tout de suite ce qui n'allait pas et il touchait le point exact et d'une manière directe, pas compliquée, ce qui fait qu'on comprenait tout de suite. Il passait pas par beaucoup de détours, il allait droit au truc important. Son enseignement venait complètement du zazen, c'est-à-dire qu'il y avait une voix très particulière qu'on trouve sur les documents, et on sentait que ça venait pas de son cerveau à lui, de sa conscience personnelle. Quand Deshimaru parlait dans le dojo, c'était un maître de la Chine ancienne qui parlait. C'est ça qui était extraordinaire. C'était de sentir cette chose qui vient de très loin, qui vient pas d'une personne. C'est pas quelqu'un qui faisait un cours sur le zen. Il parlait du fond de sa pratique, et ça a touché quelque chose de profond en chacun d'entre nous. Voici maintenant quelques ouvrages pour compléter ce documentaire. Autobiographie d'un moine zen est publié par Robert Laffont. Vrai Zen est édité par l'Azadi, l'association Zen internationale. Le bol et le bâton est publié par Albin Michel. Ces 3 livres sont de Maître Deshimaru. Et pour terminer, je vous propose cet ouvrage très complet sur le zen chinois et japonais. Chan est édité par les 2 océans.